Bonjour à toutes et tous, bienvenue à SCP Business School. Vous êtes ici dans la plus ancienne business school au monde et qui est sous tutelle de la Chambre de commerce. Nous sommes une organisation non-profit et si nous avons survécu depuis 1819, c'est également parce que cette vénérable et ancienne maison qui nous a survécu et qui nous survivra probablement est une maison qui, comme beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, s'interroge sur les questions d'avenir. Et c'est à ce titre, aujourd'hui, que je suis ravi de vous accueillir. Donc, je suis Cédric Denis-Rémy, je suis le directeur général adjoint de cette maison. Certains d'entre vous me connaissent dans mes fonctions précédentes, puisque je me suis occupé d'un programme pour le ministère des Armées qui s'appelle le programme Red Team Défense. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent sur ces questions de prospective. Et donc, forcément, je ne peux qu'être extrêmement heureux avec nos partenaires Futurib ici, d'accueillir cette institution qui s'interroge dans ce monde en turbulence, dans ce monde changement, de prendre un peu le temps pour ne pas être que sur le topic de l'agentic AI, voilà, chose que je vais faire dans la conférence d'après, puisqu'il faut être toujours dans l'instantané, donc je vais vous dire quand même quelques mots de l'agentic AI, non je plaisante, et de pouvoir prendre un peu de temps pour s'interroger sur le monde de demain, ce monde à l'horizon 2050. Alors, scénario que je connais bien dans le cadre de la Red Team, puisque vous le savez, on avait accrédité Secret Défense, une équipe de geeks, pour nous dire quel allait être le monde en 2030-2060. Mais ce que les gens comme vous ont vu, et ce que la plupart du grand public n'a pas vu, c'est que derrière la Red Team Défense, et derrière notre équipe d'auteurs, de scénaristes, de designers, de science-fiction, qui sont bien évidemment des gens extrêmement respectables, il y avait des scientifiques, des politistes, des économistes, des chercheurs, des personnes des sciences humaines et sociales, qui étaient là pour scientifiquement informer la question des scénarios, c'est-à-dire pour injecter tout ce carburant dans ces scénarios, pour débattre, pour imaginer, pour construire ce monde de demain. C'est évidemment un enjeu majeur dans ce qui arrive pour nous aujourd'hui, j'allais dire pour l'ensemble des corps constitués de la société, que ce soit évidemment pour les questions politiques, que ce soit pour les questions de souveraineté. Vous allez avoir une partie assez forte là-dessus. Dans quelques minutes, je vais rejoindre un autre amphithéâtre où nous accueillons également nos collègues militaires, nos collègues civils pour parler des questions de souveraineté, puisque nous avons une chaire sur la question de la souveraineté également. Et donc ces enjeux sont évidemment et de manière obligatoire des questions de temps long. Des questions de temps long, pourquoi ? Parce que, à l'exception de l'agentic AI, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, qui est instantané, qui est tout de suite. Toutes ces questions-là vont mobiliser des infrastructures sur du temps très long. Alors à l'exception peut-être de nos amis américains, vous avez vu que Sam Altman avait indiqué qu'il allait installer 400 gigawatts de puissance installée dans les 5 prochaines années, c'est-à-dire 400 installations nucléaires de base dans les 3-4 prochaines années. Il semblerait que les lois de la physique ne s'appliquent pas à nos amis américains, mais malgré tout, il arrive à lever plus de 150 milliards sur cette base-là. Je suis obligé de reconnaître avec beaucoup d'humilité que c'est relativement efficace. La science, aujourd'hui, je le rappelle, que la production scientifique à 80%, la production scientifique est produite par un pays dans le monde, la Chine. Vous prenez le fameux classement de Shanghai, puisque nous, les académiques, on adore les classements des universités. Vous prenez le classement de Shanghai, vous enlevez la pondération par prix Nobel, qui, je le rappelle, généralement sont des prix qu'on vous donne sur des travaux qui ont été faits il y a 40 ans, nonobstant le fait que c'est exceptionnel, mais c'est quand même des prix généralement, à part les derniers qui sont sur des choses un peu plus récentes. Vous avez les 10 premières universités, les 10 universités sur les 10 universités du classement qui sont aujourd'hui toutes américaines, l'exception de Cambridge et d'Oxford qui peuvent parfois rentrer dans le classement, mais en gros les 10 premières sont américaines, celles de l'Ivy League, et dans lesquelles en général vous n'avez pas d'université publique. Sur ces 10-là, vous en avez 9 qui sont chinoises, si vous enlevez cette pondération, et une qui est américaine, qui est Harvard, mais qui n'est plus première. Voilà. Donc ça permet d'interroger aussi sur la production de savoir qui va être utile sur le temps long, lorsqu'aujourd'hui elle est produite à 90%, qu'est-ce que ça va amener, 80% aujourd'hui, et c'est du savoir dans les revues Nature, dans les revues Science, c'est-à-dire que ce n'est pas du savoir qui est fake, qui est fait par de l'intelligence artificielle, peut-être un peu aujourd'hui aussi, mais dans l'ensemble, ce sont des choses qui sont revues par des pairs d'extrêmement bonne qualité.
Donc on est face à nous à un bouleversement qui a toujours existé dans la société, vous le savez, mais ce qui a changé, ce sont les ordres de grandeur, ce qui a changé, c'est la rapidité. Et donc quel plaisir, quelle chance de pouvoir s'arrêter pendant 2 jours avec vous pour penser ce temps long. Et donc je ne serai pas beaucoup plus long puisqu'il faut laisser maintenant le place au débat, mais il y a quand même quelques mots d'introduction du directeur général de Futuring. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, ce n'est pas le directeur général, c'est le président, mais le directeur général, il aura son moment aussi, parce que c'est un personnage clé dans la vie de Futurip, comme le savent bien nos membres. Je vous souhaite la bienvenue à ce Forum des Futurs, que nous allons essayer d'être aussi tonique et aussi vivant que possible. Cet amphithéâtre est tellement confortable qu'on a l'impression qu'on va pouvoir s'assoupir paisiblement. Mais après les mots que vous avez prononcés pour nous accueillir, on a compris qu'on n'avait pas le temps de dormir et qu'il fallait, si possible, rester éveillé, en ayant à l'esprit que le futur, c'est pas ce qui arrivera un jour, peut-être ou sûrement. Le futur commence tout de suite. Et la prospective consiste à s'intéresser au futur, bien sûr, à parler du point de vue du futur, mais à regarder les choses au présent et à ancrer cette réflexion dans le réel. L'idée reçue du moment, c'est que nous sommes débordés par les incertitudes, que nous sommes dans un monde de rupture, de crise, dans un monde obscurci par le brouillard de la guerre, au sens propre comme au sens figuré, et que dans ce contexte-là, la prospective serait une discipline permettant de naviguer sur l'océan des incertitudes. Alors, ça n'est évidemment pas complètement faux, et vous qui, nombreux ici, essayez de faire de la prospective dans vos entreprises, dans vos institutions, dans vos associations, vous savez que rien ne se passe jamais comme prévu et que par les temps qui courent, il est particulièrement difficile de ne pas être déstabilisé par les événements qui surgissent à tout moment. Et cependant, et c'est le point de vue que nous avons adopté en élaborant le rapport Vigie qui va vous être présenté ce matin, et cependant, le futur est aussi fait d'un certain nombre de tendances structurantes, de phénomènes largement irréversibles, de transformations, de mutations observables déjà à l'œuvre et qui vont d'une manière ou d'une autre structurer ce monde par ailleurs traversé d'incertitudes. Nous avons dans le rapport Vigie identifié 4 de ces tendances. La triple crise écologique d'abord, triple crise puisqu'elle comporte le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité et la multiplication des pollutions plus ou moins invisibles et plus ou moins éternelles. Le retournement démographique qu'on aurait peut-être dû voir venir depuis longtemps, mais qui a connu ces dernières années une accélération que les projections antérieures, notamment de l'ONU, n'avaient pas prévue, et qui, en quelques mois, en quelques années, a envahi le débat public et semble être un événement inattendu. La fin de la croissance fondée sur l'expansion industrielle que nous avons connue depuis plusieurs décennies et qui nous invite à réfléchir autrement au fondement de la richesse et aux mécanismes de sa redistribution. Et enfin, la fragmentation géopolitique dont les manifestations, les symptômes, les craquements se font entendre de manière particulièrement sonore par les temps qui courent. Nous assistons à la fin d'un système international régulé par l'Occident qui a vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a entre-temps connu des épisodes successifs. Je me souviens encore, étant étudiant il y a donc déjà quelques décennies, avoir lu plusieurs années de suite le rapport Ramsès, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Et régulièrement, le rapport Ramsès s'ouvrait par un éditorial disant le monde est en train de changer, il est devenu multipolaire. Donc ce n'est pas absolument nouveau, mais
quand même là, les craquements sont particulièrement spectaculaires. Et l'impression dominante du moment est que la fin de ce système de régulation est en train et va multiplier l'affrontement des puissances par la guerre. On le voit bien entendu en Ukraine, au Proche-Orient et en Iran. Les ruptures qui interviennent dans la société à d'autres niveaux que celui des rapports de force géopolitiques, les ruptures anthropologiques, les ruptures institutionnelles, les ruptures culturelles, provoquent dans plusieurs domaines une tentation analogue du recours à la puissance. Expression de la puissance militaire, expression de la puissance technologique, expression de plus en plus décomplexée, comme on dit aujourd'hui, de la masculinité. Le risque que nous courons, le sentiment dominant que nous appelons multiplication des incertitudes, c'est le sentiment que ce déchaînement de la recherche de la puissance, de l'expression de la puissance, va dominer le monde dans lequel nous allons vivre dans les années qui viennent. Il se pourrait cependant que cet avenir ne soit pas écrit d'avance. D'abord, comme on est en train de l'observer jour après jour, il ne suffit pas d'avoir l'armée la plus puissante sur le terrain pour gagner la guerre. Et c'est même la révélation la plus intéressante de ces dernières semaines que de voir à quel point, y compris avec une prodigieuse dissymétrie des forces en présence, celui qui croyait pouvoir l'emporter sur la base de sa puissance se trouve dans une situation difficile. Il se pourrait que des phénomènes analogues se produisent dans les autres domaines où on assiste aussi à la volonté d'expression de la puissance. Et donc, si face à non pas la multiplication des adversaires, mais face à la multiplication des adversités, les 4 tendances que j'ai citées tout à l'heure, si dans ce contexte-là, au lieu que de s'attendre au déchaînement de la puissance, il fallait au contraire envisager, imaginer et probablement préconiser la baisse des hostilités, le faire avec et la coopération. C'est face à cette alternative, face à cet ensemble de controverses que nous vous invitons à débattre pendant ces 2 jours. Le monde dans lequel nous vivons est certes dangereux, il est traversé par de nombreuses menaces et toutes sortes de risques. Il n'est pas dit d'avance que ce contexte appelle nécessairement le déchaînement des hostilités. Il peut aussi, parce que l'adversité est plus forte que les adversaires, il peut aussi être une forte motivation à la coopération, à l'intelligence collective et à la pacification des rapports. C'est en tout cas dans cet état d'esprit de confrontation des idées, de discussion ouverte, d'interrogation honnête au premier degré que nous vous invitons aujourd'hui. Des incertitudes, il y en a. Elles seront peut-être plus légères à porter à l'issue de ces 2 jours lorsque vous aurez eu l'occasion de les transformer en questionnements structurés. C'est en tout cas tout le bien que je vous souhaite pour ce forum des futurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc François Jouvenel, délégué général de l'association Futurible. Je suis le dernier à faire l'introduction. Voilà. Merci beaucoup à l'ESCP Business School de nous accueillir, effectivement, dans cet amphithéâtre fort agréable, fort confortable, et puis aussi de mettre à disposition tous les espaces dont on aura besoin pour ces 2 jours. Merci également beaucoup à Yannick d'avoir introduit ce forum et de l'avoir introduit en parlant du fond et en nous plongeant immédiatement donc, dans les différents éléments qui vont nous occuper pendant 2 jours. Je vais revenir rapidement notamment sur le programme. Avant ça, j'aimerais aussi donc, mentionner le soutien pour cet événement au-delà de l'ESCP Business School
de l'AFD, donc l'Agence française de développement, donc, qui a permis aussi de rendre cet événement possible et qui est représenté ici, s'il est déjà arrivé, par Alexis Bonnel, responsable de la prospective et qui interviendra dans la table ronde dans laquelle vous interviendrez aussi, Cédric Denis-Rémy, en fin de journée aujourd'hui. Voilà, donc l'Agence française de développement, tout le monde le sait, je pense, ici, mais c'est donc l'agence qui met en œuvre la politique française d'investissement durable et de solidarité à l'international, notamment à travers des actions donc, de financement public, à travers des actions de formation, à travers des actions d'expertise, à travers des actions aussi de sensibilisation. Agence qui est présente aujourd'hui dans plus de 115, qui intervient dans plus de 115 pays dans le monde et puis aussi dans les Outre-mer. Voilà, donc merci à ces différents soutiens. Merci également aux membres de l'association qui, évidemment, par leurs activités, par leur participation aux activités de l'association, permettent effectivement aussi de rendre ces 2 jours possibles. Yannick l'a dit, donc on a 2 jours avec un programme qui est ambitieux puisque on a dans notre programme donc décidé de parler de l'avenir du monde, de la France et de l'Europe. Voilà, donc normalement, on a oublié à peu près rien. On a des représentants de l'Académie de l'air et de l'espace, donc on pourra aussi dans les discussions parler de l'espace qui nous entoure si jamais on n'en a pas assez parlé. Mais donc on a un programme qui est assez ambitieux. Ce programme ambitieux, évidemment, on le traite aussi avec beaucoup de modestie. Je le rappelle, mais je pense que toutes les personnes qui sont ici présentes le savent. On n'est pas, quand on fait œuvre de prospective, en tout cas à Futurib, dans une optique de prédiction. On n'est pas là pour prédire ce qui va passer, pour nous raconter ce que va être l'avenir du monde à l'horizon 2050, l'avenir de l'Europe, l'avenir de la France à ces mêmes horizons. Mais on est là pour, par contre, essayer de fournir un certain nombre d'éléments de réflexion qui soient des réflexions argumentées, documentées. Je pense que c'est une des caractéristiques du travail de Futurib, que de construire des conjectures sur l'avenir, qui soient des conjectures basées sur des faits, sur des analyses. Vous avez parlé de science tout à l'heure, Cédric Denis-Rémy. Voilà, nous, on essaye d'avoir une prospective effectivement fondée sur la science, qui ne veut pas dire qu'on prédit les choses, mais qu'on est capable de construire des conjectures argumentées sur le futur qui permettent surtout à vos organisations de vous aider, d'éclairer les prises de décision que vous devez avoir, donc d'éclairer les incertitudes, d'être en capacité d'identifier également les grandes tendances auxquelles il faudra nécessairement pouvoir s'adapter. C'est le cas notamment dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la démographie, par exemple. Donc il s'agit bien d'essayer de préparer vos organisations. L'objectif de notre forum, c'est à la fois de diffuser un certain nombre de messages clés sur les grands éléments cruciaux qu'on a préparés sur ces grands thèmes, mais c'est également d'avoir des moments où on puisse travailler sur l'appropriation de ces données dans vos organisations et de savoir un peu comment les utiliser, quoi en faire pour que vos organisations soient davantage préparées donc, à aborder ce futur plein de bouleversements. Et donc ça m'amène à des éléments de programme. Donc je ne vais pas reprendre dans le détail le programme puisque vous l'avez en format papier, vous l'avez aussi en format numérique et ça serait un petit peu trop long. Mais on a conçu donc un programme qui s'articule en 2 jours. La première journée, c'est une journée qui sera bâtie à partir de la présentation, de la mise en discussion des éléments de notre rapport Vigie 2026. Donc ce rapport Vigie 2026, il avait une dimension globale. Il visait, comme l'a rappelé Yannick, à prendre en compte donc, les différentes tendances qui nous apparaissaient comme des tendances lourdes, c'est-à-dire à très forte inertie, dans les domaines donc, de la géopolitique, de l'économie, de l'environnement et de la démographie, et d'essayer de voir ce qu'on pouvait dire sur ces tendances et quelles étaient les questions que cela pouvait nous poser. Donc ce rapport, il s'intitule « Le monde face à ses limites », tendances, choc des visions, scénario. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez eu, sinon il est aussi disponible à l'accueil, et c'est essentiellement donc, ce rapport qui structurera nos approches dans la journée d'aujourd'hui. Demain et après-demain, on fera un focus géographique plus précis. Donc on s'intéressera donc à la France à l'horizon 2050 demain matin, notamment parce que on rentre dans une année qui va être une année électorale, une année très politique, avec des débats qui vont pour la plupart être centrés sur des sujets qui vont être des sujets d'assez court terme. Et il nous intéresse aussi de pouvoir replonger ces débats aussi dans des réflexions qui sont des réflexions d'un peu plus long terme. Et ça permettra aussi de croiser les réflexions d'autres think tanks, du Haut Commissariat à la stratégie et au plan également, qui développent en ce moment des réflexions prospectives sur ce sujet. Et puis demain après-midi, la dimension européenne, qui pour nous est absolument cruciale, qui est souvent assez difficile à aborder, mais qui, là aussi, nous apparaît sujette à un certain nombre de questionnements prospectifs. Donc s'interroger sur les grandes tendances
de l'Europe, et notamment sous l'angle de l'autonomie stratégique, puisque c'est l'angle qu'on a choisi pour cet après-midi ou pour cette journée de demain. C'est ce qui nous occupera donc demain après-midi.